Alors que les Jeux Olympiques sont à moins d'un an de leur début, un chantier gigantesque se déroule en parallèle, le Grand Paris Express. Ce projet de transport utilisé comme argument clé lors de la candidature de Paris pour les Jeux Olympiques vise à étendre le réseau de métro existant en créant 4 nouvelles lignes. La ligne 15, 16, 17 et 18, en plus de l'extension des lignes 11 et 14. L'objectif principal de ce projet ambitieux est de faciliter les déplacements des habitants de banlieue à banlieue, en évitant ainsi de passer systématiquement par Paris. Cela contribuerait à désaturer les lignes de métro situées dans la capitale et améliorerait le réseau de transport d'Île-de-France qui dispose déjà de 14 lignes de métro, 5 lignes de RER, 8 lignes de Transilien, 12 lignes de tramway et 2 autres lignes de tramway seront ouvertes en 2023. Selon une étude de l'Institute for Transportation and Development Policy, bien que 100% des Parisiens vivent à moins d'1 km d'une gare de transport ferré, donc de métro, tram, Transilien ou RER, ce chiffre diminue considérablement à l'échelle régionale. Seuls 50% des habitants de l'Île-de-France vivent à moins d'1 km d'une gare et cette proportion chute à seulement 13% en Grande Couronne. Prenons un exemple concret. Si vous souhaitez actuellement vous rendre d'Issy-les-Moulineaux, situé dans la banlieue ouest de la région parisienne, à Noisy-le-Champ, situé à l'est de la région, vous devez emprunter le RER-C, d'Issy à Saint-Michel-Notre-Dame, puis le RER-B de Notre-Dame à Châtelet, et enfin le RER-A de Châtelet à Noisy-Champ, ce qui prend environ 1 heure. En revanche, avec le Grand Paris Express, il vous suffirait de prendre la ligne 15 de l'arrêt d'Issy à l'arrêt Noisy-le-Champ pour arriver à destination en 44 minutes. Et pour moi, qui ai grandi en banlieue, les transports en commun et l'accessibilité à des lieux autrefois inaccessibles ou difficiles d'accès en voiture ont une énorme importance. De plus, à l'heure où la préoccupation du réchauffement climatique est croissante, il est essentiel de proposer des alternatives à la voiture et de permettre aux gens d'opter pour des moyens de transport plus durables, parce qu'on ne pourra pas reprocher aux gens de prendre la voiture tant qu'on ne leur proposera pas d'autres moyens de transport. Et je ne suis pas le seul à penser de cette manière. Selon le baromètre des Franciliens, plus de la moitié des habitants d'Île-de-France considèrent le développement des transports en commun comme une priorité pour améliorer leurs déplacements dans la région. Le Grand Paris Express est donc un projet justifié par des enjeux cruciaux de mobilité dans toute la région, rendant ainsi service à l'ensemble de ses habitants. Mais alors qu'un jour je me rendais à Paris-Saclay, en covoiturage avec une membre de mon équipe pour participer à la création d'un web documentaire, j'ai aperçu en chemin des tags hostiles envers le Grand Paris Express sur le chantier de la future ligne 18. À la suite de cet événement, je me suis questionné sur le sujet, et après m'être renseigné, je vois 3 problèmes majeurs. Comme le problème des expropriations, des accidents de travail, mais aussi l'impact écologique. Commençons donc tout d'abord avec notre premier problème. Le premier problème concerne les propriétaires expropriés. On fait des métros dans les lieux urbains et les chantiers se passent parfois sur des lieux déjà occupés depuis des années. Pour pouvoir mener à bien les chantiers, plusieurs habitants de Bondy, à Rosny-sous-Bois ou à Champigny ont donc été expropriés. Ces expropriations ont été rendues possibles via un plan d'urgence mis en place par le gouvernement en 2018. Au départ, la Société du Grand Paris tentait de parvenir à un accord amiable en proposant des plans personnalisés pour répondre aux besoins de chacun. Cependant, si les propriétaires refusaient de négocier, le juge pouvait prononcer une ordonnance d'expropriation et le bien était alors considéré d'utilité publique et ne pouvait plus être vendu, donné ou hypothéqué. Le montant de l'indemnité était après fixé par les juges. Les propriétaires se retrouvent donc face à un choix, négocier et finalement céder leurs biens ou être expropriés. On a connu des choix avec un rapport de force plus équilibré. Prenons un exemple pour mieux comprendre. Vous recevez une lettre recommandée de la Société du Grand Paris, vous informant que vous allez bientôt être exproprié. C'est ce qui est arrivé à 25 propriétaires à Rosny-sous-Bois, et 26 selon un article du Parisien en 2023. Depuis, un accord a été trouvé avec 20 d'entre eux, après des négociations sur le montant de l'indemnisation. Cependant, je tiens à souligner que dans tous les cas, les propriétaires sont obligés de céder leur logement, que ce soit après négociation ou après un jugement. D'un autre côté, si vous êtes une entreprise et que vous devez déménager plus loin, vos employés ne pourront peut-être plus rester dans l'entreprise. C'est ce qui est arrivé à une entreprise spécialisée en publicité qui a déménagé à une vingtaine de kilomètres et 15 à 20% de ses employés ont donc quitté l'entreprise car faire 40 km de plus chaque jour devenait trop coûteux pour eux, surtout dans un contexte d'inflation où le coût de l'essence peut rapidement devenir problématique pour les petits salaires. Ironique lorsque l'on pense que le projet vise à faciliter la mobilité des habitants d'Île-de-France. De plus, même si les propriétaires sont indemnisés, cela ne se fait pas nécessairement au juste prix. Des particuliers se battent pour vendre leur logement à un prix équitable. Par exemple, une propriétaire réclame
4 300 € par mètre carré, mais on ne lui propose que 3 600 €, ce qui représente une différence de 50 000 € sur le prix final. Selon plusieurs décisions de justice, avec parfois des montants considérablement revus à la baisse, la Société du Grand Paris minimise les prix en se basant sur des données souvent anciennes et sur des cas de figure qui ne sont pas véritablement similaires. Guillaume Zhang, responsable de l'unité foncière de la Société du Grand Paris, se défend en affirmant qu'il se base le plus souvent sur la fourchette haute et que 90% des acquisitions se font à l'amiable. Néanmoins, la loi ne mentionne pas le préjudice moral ni la crainte de devoir recommencer une nouvelle vie ailleurs. De plus, selon un article de Libération rédigé par Aurore Coulot et une association contre l'expropriation d'urgence par la Société du Grand Paris, à Bondy, on accuse cette dernière de spéculer sur l'immobilier avec des terrains expropriés. En effet, les maisons qui ont été expropriées juste pour stocker des gravats du chantier pourront être revendues à prix d'or après la fin des travaux, car le terrain prendra une énorme valeur via la possibilité de construire des appartements à proximité d'une toute nouvelle station de métro, qui permettra de rejoindre Paris plus rapidement. Mais non! Mais hasard de dingue! Pourtant, toujours à Bondy, selon Philippe Fauvel, ancien ingénieur de la SNCF qui a travaillé sur leur RER-E et membre du collectif anti-nuisance de Bondy, des alternatives existaient. Par exemple, à Bondy, il y a des voies ferrées juste à côté du chantier. Et selon cet ancien ingénieur, on aurait pu déplacer les gravats par train et les stocker dans une décharge ou sur des terrains abandonnés pendant un certain temps, puis les transporter plus tard. Cependant, la Société du Grand Paris affirme que cela aurait été impossible, car cela aurait nécessité d'élargir les voies pour créer une voie de stockage supplémentaire au milieu de la circulation, ce qui aurait perturbé le trafic de manière significative. Ainsi, nous avons déjà évoqué la question des propriétaires délogés, et même si certains sont indemnisés, la Société du Grand Paris est accusée d'acquérir les terrains au plus bas prix et de pratiquer une spéculation financière. Toutefois, je pense que cela est le moins grave parmi les problèmes rencontrés par la Société du Grand Paris, contrairement aux accidents mortels sur les chantiers du Grand Paris Express. Les accidents mortels sur les chantiers du Grand Paris Express constituent un sujet extrêmement préoccupant. Depuis le début de ce projet d'envergure, plusieurs travailleurs ont malheureusement perdu la vie lors de leur travail. Au 6 mai 2023, 5 accidents mortels ont été recensés sur les chantiers du Grand Paris Express. Le premier accident s'est produit le 28 février 2020 à Villejuif, sur le prolongement de la ligne 14, où un ouvrier nommé Maxime Wagner, âgé de 37 ans, travaillait dans un tunnelier. Sur la ligne 16, 3 autres accidents mortels ont eu lieu. En décembre 2020, un ouvrier de 41 ans est décédé après une chute dans une cuve à broyer. En janvier 2022, un ouvrier travaillant sur le chantier de la gare Saint-Denis-Pleyel a été tué par une chute de matériel. Et en mars 2023, un quatrième drame s'est produit lorsque la victime a été heurtée par une charge lourde lors d'une opération de manutention. Enfin, en avril 2023, le dernier accident mortel à ce jour a eu lieu dans le Val d'Oise, sur le chantier de la future ligne 17, où un ouvrier âgé de 22 ans a perdu la vie. Suite à ce dernier accident, les 140 chantiers du Grand Paris Express ont été arrêtés le 10 mai afin de renforcer la formation et la culture de la sécurité, selon le ministre des Transports. En lisant des articles sur le sujet, 2 faits m'ont pas mal choqué. Le premier, c'est le fait que la mort de Maxime Wagner n'a été rendue publique qu'en 2022 par Libération, alors qu'il est mort en 2020. Le deuxième est le fait que si les morts au travail ont été médiatisés, les accidents de travail produits par le Grand Paris Express le sont beaucoup moins. 7 accidents de travail graves ont été recensés sur le Grand Paris Express par Basta en 2022. 18 en prenant en compte les chantiers des Jeux Olympiques 2024 et du RER-E. En 2022, on recensait notamment 5 victimes sur les chantiers de la ligne 16, avec 2 salariés qui se sont fait écraser une jambe le 19 juillet 2021, un intérimaire qui a eu une main arrachée le 10 mai 2021, un intérimaire qui s'est fait percuter par un bloc de béton en mai 2021, et un salarié qui a subi une triple fracture du fémur et la perte de l'usage d'un pied le 17 décembre 2020. Mais dans un article de Libération, qui date de 2023, on peut y lire qu'il y aurait eu 19 accidents graves et 5 morts sans plus de détails. Un chiffre énorme, mais peu médiatisé et difficilement trouvable, ce qui pose problème, parce que en plus du fait que le projet soit difficilement critiquable, si on a du mal à trouver l'information, même quand l'information est traitée, elle n'est traitée que comme un fait divers et non comme un fait social. De plus, au-delà d'accidents de travail très graves, avec des pertes d'usage de membres que j'ai cités, il a aussi eu d'autres accidents moins graves, comme les 24 accidents de travail, dont 14 avec arrêt de travail sur la ligne 17, ou les 180 accidents, dont 47 avec arrêt de travail sur la ligne 15 Sud. Ces accidents soulèvent plusieurs questions. S'agit-il de fautes individuelles
ou collective? Existe-t-il un problème structurel sur les chantiers? Les employeurs font-ils preuve d'inconscience? Chaque accident est unique, mais il est nécessaire de comprendre ce qui se passe sur les chantiers et ce qui doit être changé pour améliorer les conditions de travail. Selon la Société du Grand Paris, la sécurité est une priorité absolue depuis le début du projet. Cependant, plusieurs facteurs peuvent expliquer la répétition de ces accidents. Tout d'abord, il y a une autre pression liée au délai de réalisation. La nécessité de terminer les chantiers rapidement et les Jeux Olympiques accroît cette pression, et bien que les pressions ne soient pas nécessairement imposées aux ouvriers, des intérimaires sont souvent engagés pour respecter les délais dans un secteur en pénurie de main-d'œuvre. Ces ouvriers ne sont parfois pas suffisamment formés, ne connaissent pas les chantiers et ignorent les dangers auxquels ils sont exposés, devenant ainsi les principales victimes. De plus, d'après un article de Reporter, les travailleurs précaires, en particulier les sans-papiers, subissent une exploitation flagrante sur les chantiers du Grand Paris Express, ce qui entraîne une précarité extrême. Omar, un ferrailleur qui a travaillé sur le chantier, témoigne de cette réalité. Sur l'équipe de 6 personnes à laquelle il appartenait, 3 étaient des travailleurs sans papier, exploités en raison de leur vulnérabilité. Dans ses propos, à Reporter, Omar révèle « On a peur de perdre notre boulot, donc quand on nous engueule toute la journée, on supporte ». Il souligne également qu'il n'avait jamais connu une telle pression sur un chantier et que le chef d'équipe leur interdisait de regarder l'heure ou de prendre des pauses régulières, les poussant constamment à travailler plus rapidement. Lorsque Omar a commencé à travailler, l'équipe n'avait même pas de pause. Ils étaient contraints de travailler sans s'arrêter de 13h à 20h. Au bout de 2 mois, l'équipe a finalement obtenu une pause déjeuner de 40 minutes, dont 10 minutes pour remonter à la surface, et 10 minutes pour redescendre en raison de la profondeur des fondations de la gare. Cependant, même ce court répit pouvait être supprimé à cause d'une méthode bien connue des chefs de chantier, appelée le fini parti. Souvent, le chef leur disait « Voilà, le travail à faire, si vous le terminez plus tôt, vous pouvez partir plus tôt ». Ils devaient travailler sans relâche, mais il était pratiquement impossible de finir en avance. Le fini parti s'avérait être une escroquerie visant principalement à priver les ouvriers de leur pause. Tout cela tout en n'ayant pas le droit d'être en retard. Même pour un retard de 5 ou 15 minutes, on lui retirait 30 minutes, voire 1 heure de son temps de travail. De plus, le recours à la sous-traitance est également un problème. Lorsqu'une entreprise, chargée du chantier, délègue la tâche à un sous-traitant, cela entraîne des économies pour l'entreprise principale, mais peut rendre le chantier plus dangereux. Lorsqu'une société de sous-traitance est contrainte de réduire les coûts, les ouvriers se retrouvent à utiliser des outils moins coûteux et potentiellement plus accidentogènes. Cela a été le cas pour un ouvrier à Saint-Denis le 17 décembre 2020, qui a fait une chute importante et a perdu l'usage de ses jambes. Le sous-traitant pour lequel il travaillait ne lui avait pas fourni une plateforme individuelle roulante, mais une échelle. Enfin, la coactivité, c'est-à-dire le fait que 2 ouvriers travaillent au même endroit au même moment, est un autre problème. L'accident mortel de João Batista Fernandes Miranda, 61 ans sur le chantier de la future gare Pleyel à Saint-Denis, le 5 janvier 2022, en est un exemple flagrant. L'ouvrier, employé par Eiffage, a été écrasé par une plaque de 250 kg. Selon les premiers éléments de l'enquête, un autre ouvrier d'une entreprise sous-traitante travaillait au-dessus de lui sans avoir fixé correctement les plaques métalliques pour éviter ce genre d'accident. Les vibrations causées par l'activité de l'ouvrier du second œuvre ont entraîné la chute de la plaque sur João Fernandes Miranda qui se trouvait 7 mètres plus bas. Malgré la création d'une unité spéciale d'inspecteurs du travail chargée de contrôler les chantiers des Jeux Olympiques et du Grand Paris Express, cette unité ne compte qu'une dizaine de personnes, ce qui est largement insuffisant pour surveiller un grand nombre de chantiers. Il est donc clair que des mesures doivent être prises pour améliorer la sécurité sur les chantiers du Grand Paris Express. Il est impératif de renforcer la formation des travailleurs, en particulier des intérimaires, de garantir l'accès à des équipements de sécurité adéquats, d'éradiquer le travail précaire et de renforcer les contrôles sur les chantiers. Il est également essentiel de revoir les pratiques de sous-traitance et de favoriser une culture de la sécurité où les travailleurs ne sont pas mis en danger pour des considérations de délai ou d'économie. Les accidents du travail sur les chantiers du Grand Paris Express sont bien plus qu'une simple série de faits divers. Ce sont des problèmes sociaux graves qui nécessitent une attention urgente et des actions concrètes pour garantir la sécurité et la protection des travailleurs. Maintenant, passons au dernier point de la vidéo, l'impact écologique du métro du Grand Paris. Au début de cette vidéo, je vous ai parlé du fait que le métro était écologique. Et ce n'est pas pour rien. Le métro est l'un des modes de transport qui produit le moins de CO2, avec 3,8 g de CO2 au kilomètre par passager produit. Il n'y a que le tram qui fait mieux, avec 3,3 g de CO2 produit par kilomètre en Île-de-France. Julien Bayou,
candidat écologiste au régional de 2020, mettait en avant l'amélioration de l'offre de transport en commun dans son programme. Et c'est un argument du Grand Paris Express lui-même dans des tweets ou sur leur site internet. Cependant, dans le dernier point de la vidéo, je parlerai malgré tout des critiques que l'on fait d'un point de vue écologique pour le métro du Grand Paris Express. Tout d'abord, un chantier est polluant par nature. Un travaux de chantier est énergivore, de plus, un chantier produit énormément de déchets. Enfin, il pollue l'air à cause des déchets de construction et consomme énormément d'eau. C'est pour cela qu'il faut prendre en compte le retour sur investissement et peser le pour et le contre. Selon la Société du Grand Paris, les nouveaux métros, 20 ans après sa mise en service, contribueraient à réduire les émissions de gaz à effet de serre d'au moins 14,2 millions de tonnes équivalent CO2 en Île-de-France. De plus, les chantiers sont faits pour réduire le plus possible l'impact sur le territoire et les habitants. Pour cela, ils ont créé le principe de éviter, réduire, compenser. Ils disent que pour éviter de détruire des terres et de déranger les habitants, 90% des chantiers sont faits en souterrain et un recours aux tunneliers pour le creusement des tunnels, afin de limiter l'occupation de l'espace en surface, et il s'assure que les entreprises doivent respecter de nombreuses exigences environnementales, et enfin créer des mesures compensatoires s'il n'est pas possible d'éviter suffisamment les incidents liés au projet. Ça, c'était les informations dont j'avais à disposition grâce à internet. Cependant, pour mieux comprendre ce sujet, je suis directement allé à Saclay, une ZAD luttant contre la ligne 18 du Grand Paris Express, située dans des champs au 91. Déjà, en arrivant sur les lieux, tu vois pas mal de policiers. Donc ça fait un peu peur d'entrer dans la ZAD pour aller rejoindre les militants écologistes. À part ça, j'ai ici compris que dans la ZAD, on y met en avant la protection des terres fertiles et d'un écosystème. Des terres agricoles qui se trouvent à Paris-Saclay et sur les terres de Gonesse qui seront détruites pour accueillir la ligne 17 et 18. Des terres agricoles qui permettent une autonomie et sécurité alimentaire, puisque 90% des produits alimentaires consommés sont importés. Et donc, la relocalisation des circuits de production représente un enjeu important pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et limiter les pollutions liées au mode de transport. Et pour cela, il faudrait préserver les terres agricoles et laisser les paysans travailler, puisque ce sont des emplois qui ne sont pas délocalisables. Surtout que les terres de Gonesse et de Saclay font partie des terres les plus fertiles d'Europe, sans même avoir besoin de les arroser. Elles sont assises sur 4 à 6 mètres de limon, accumulés depuis des milliers d'années, une épaisseur qui permet au végétal de trouver de l'eau en profondeur, même en plein été, alors qu'il faut à la nature 1500 ans pour pouvoir créer une couche arable de 18 cm. Il n'y a donc aucun moyen de compensation à la destruction de ces terres. L'artificialisation empêcherait aussi l'absorption de l'eau par les sols et entraînerait des inondations. La ville de Gonesse verrait ses problèmes de remontée d'eau augmenter et la vallée au pied du plateau de Saclay serait soumise à des risques de couler. La destruction des champs de Gonesse et de Saclay viendrait également en directe contradiction avec la loi Egalim, entrée en vigueur début 2022, qui exige un approvisionnement alimentaire local et de qualité, avec 50% d'approvisionnement sous label de qualité, dont 20% de bio. De plus, la ligne 18 et 17 ne serait pas adaptée aux réels besoins des habitants, et la Société du Grand Paris manipulerait les chiffres pour la rendre plus enviable sans réalité derrière. Pour l'utilisation des lignes par les habitants, il y a un double comptage des habitants déjà comptabilisés dans les utilisateurs de la ligne 18, sont comptés une deuxième fois en tant qu'utilisateurs de la ligne 14 Sud. Pour les habitants de Saint-Denis, c'est encore pire puisqu'ils sont pris en compte comme usagers de la ligne 14 Nord, 15 Ouest et Est, 16 et 17. De plus, elle ne prend pas en compte les évolutions des métiers. La ligne 17 est en partie justifiée par la création du centre commercial Europa City et la création du 4e terminal à Roissy-Charles de Gaulle. 2 projets maintenant annulés. La critique finale des associations, comme le collectif Non à la ligne 18, c'est de vouloir créer des métros qui ne sont pas utiles aux habitants des villes concernées par la ligne 17 et 18, pour urbaniser à tout prix des quartiers qui sont actuellement plutôt ruraux, alors qu'en même temps, on ne répond pas aux besoins réels des usagers. C'est une évidence, mais c'est essentiel de prendre en compte les réels besoins des habitants en matière de transport et d'explorer des solutions alternatives plus adaptées. De nombreuses options existent et méritent d'être étudiées en profondeur, plutôt que de se focaliser uniquement sur des projets de grande envergure coûteux. Voici quelques propositions concrètes qui pourraient répondre aux besoins des usagers de manière plus efficace. Par exemple, il y a la rénovation du réseau existant, notamment les lignes de RER B, D et C, qui nécessitent une attention particulière en termes de rénovation et de modernisation. Des investissements ciblés pour améliorer la fiabilité, la fréquence et la capacité de ces lignes, qui permettraient de répondre aux besoins de déplacement des habitants de manière plus immédiate. L'amélioration des lignes de bus en site propre, qui constitue une alternative moins coûteuse à la construction de nouvelles lignes de métro, en améliorant et en prolongeant ces lignes existantes. Ce serait possible d'offrir des solutions de transport plus accessibles et mieux intégrées dans les zones urbaines.
C'est important de souligner que le projet actuel du Grand Paris Express ne tient pas compte de ces alternatives et néglige les trajets réels des usagers. La ligne 18, par exemple, ne répond pas aux besoins de déplacement majoritaires orientés du nord au sud, donc vers Paris et sa petite couronne. Il est donc essentiel de mener des études approfondies sur ces solutions alternatives et d'engager une véritable réflexion collective pour répondre aux besoins des habitants de manière plus efficace, économique et respectueuse de l'environnement. En vrai, c'est un bout de carton. C'est un bout de carton. Mais oui, mais moi j'ai pas envie de l'enlever pour vous. Le faites pas, vous inquiétez pas, avec le vent ça va partir. Franchement, il va s'en Ça va pas durer. Ça va s'éroder, puis il avait déjà le long de la route. Par contre, celle-là c'est la première. Non, mais normalement c'est... Que conclure de tout ça? Tout d'abord, le Grand Paris Express présente plusieurs points positifs. Ce projet de métro ambitieux améliorera considérablement les transports en commun dans la région parisienne, permettant des déplacements plus rapides et plus fluides pour les habitants et les visiteurs. De plus, le Grand Paris Express contribuera au développement économique de la région en facilitant les déplacements des travailleurs, en stimulant l'activité économique et en favorisant la création d'emplois. Le projet du Grand Paris Express peut cependant être critiqué de deux manières. La première est la méthode d'exécution. Les accidents de travail et les expropriations rapides sont concernés par cette problématique. Sous prétexte de devoir respecter un planning et de respecter des contraintes économiques, la sécurité des ouvriers est délaissée. De plus, le plan d'urgence d'expropriation pose une deuxième question plus large sur la démographie et le fait qu'il n'y ait pas eu une large consultation des habitants. Peut-être qu'une grande consultation avec des débats aurait permis de créer un projet en prenant en compte les besoins et aspirations de ses habitants. À mon avis, si l'on décide de construire un métro, il est primordial de prendre en compte le point de vue des habitants et la réalité de leur vie. Alors qu'en ce moment, c'est tout le contraire qui se passe. Je vous ai parlé de la ZAD contre le projet de la ligne 18 tout à l'heure. Entre-temps, la ZAD de Saclay a dû être évacuée début juin, car sinon, le corps aurait été expulsé par les forces de l'ordre et les agriculteurs se seraient vus administrer des amendes se chiffrant en centaines de milliers d'euros. La répression est préférée au dialogue. D'autre part, pendant la construction d'un métro, il est essentiel de garantir la sécurité des ouvriers en leur fournissant une formation adéquate et des conditions de travail sécurisées, même si cela entraîne des retards dans les chantiers. Le deuxième point est sur un plan éthique. Le Grand Paris Express accompagne le projet de la métropole du Grand Paris, dont le projet est de transformer l'agglomération parisienne en une grande métropole du XXIe siècle, avec la création du nouveau réseau de métro, mais aussi la création du pôle d'entreprise à Paris-Saclay. Cependant, cela suppose en même temps une croissance économique et démographique incroyable, une vision du monde qui n'est pas remise en question. À mon avis, il est donc également crucial de réfléchir à notre volonté de continuer à urbaniser et à bétonner des zones plus rurales de l'Île-de-France. Cela entraîne le sacrifice d'un mode de vie et de terres fertiles qui jouent un rôle dans l'absorption du CO2 en pleine période de réchauffement climatique, tout en assurant notre alimentation. Enfin, je voudrais terminer la vidéo en vous invitant à réfléchir sur la politique d'exécution du projet, indépendamment de votre position par rapport à celui-ci. À une époque où la démocratie traverse une crise de confiance, il me semble impératif de renouer le dialogue avec les citoyens, d'autant plus que l'on parle d'un projet d'une grande envergure les concernant directement. La violence de l'État et de la police n'est pas une solution satisfaisante aux problématiques des citoyens dans un pays qui se veut être une démocratie. Merci de m'avoir écouté, c'était OLREC et à la prochaine.